Dans notre dernier chapitre d'histoire, on avait vu que le royaume de France s'était agrandi, que le roi de France avait renforcé son pouvoir. Le domaine royal s'est étendu. Maintenant, on va changer d'échelle. On va quitter l'échelle de la France et on va regarder à l'échelle de l'Europe et du monde ce qui se passe. Alors, à quoi ressemble le monde connu par les Européens au XVe siècle? Bah, pas à grand-chose. Notre connaissance du monde est très limitée. Elle se limite vraiment au pourtour de la Méditerranée. On connaît très mal les civilisations africaines et asiatiques et on ne connaît pas du tout l'Amérique et l'Océanie. Et on se croit quand même le centre du monde. Mais en vrai, on est plutôt carrément en dehors de ce qu'on appelle le système monde. L'Europe n'est pas directement en contact avec les régions les plus riches, celles qui ont les marchandises les plus rares et les plus précieuses. En gros, on est à la ramasse, un peu les pauvres ploucs par rapport au royaume indien ou à l'empire des Ming. Mais comme on les connaît pas, bah ça nous dérange pas plus que ça. Il y a bien un Européen, un Italien qui s'appelait Marco Polo, qui est allé jusqu'en Asie à la fin du XIIIe siècle. Il a raconté ses aventures dans ce qu'on a appelé le Livre des Merveilles, qui a connu un très grand succès en Europe à l'époque. Mais ça a aussi un petit peu vexé les Phéniciens devant toutes les descriptions des richesses de Cathay, la Chine actuelle, et tout le monde a cru que Marco Polo exagérait énormément. Donc, au XVe siècle, l'Europe, toute fière qu'elle est un peu à côté de la plaque, mais elle ne le sait pas, donc ça va. Elle fait venir de l'Asie des nombreuses épices, des soieries, par la longue et fameuse route de la soie. Ces marchandises sont rares et précieuses et elles arrivent par l'intermédiaire des Abbassides, des Byzantins et aussi des Italiens comme les Vénitiens ou les Génois. Ces marchandises, elles sont rares et précieuses, on l'a dit, et elles assurent la richesse des marchands. En 1453, c'est la fin de l'Empire byzantin. L'Occident perd là un intermédiaire précieux. L'Empire ottoman, qui remplace l'Empire byzantin, est un empire qui n'est pas autant ami avec les chrétiens d'Occident et ils savent pas trop ce qui va se passer entre eux. Les relations sont plutôt tendues avec l'Empire ottoman qui est un empire musulman. Donc l'Europe occidentale n'est pas dans une situation très confortable pour ce qui concerne le commerce international. Et pourtant, si on regarde la situation peu de temps après, 50, 60 ans après, au début du XVIe siècle, pendant le règne du roi espagnol Charles Quint et de l'empereur ottoman Soliman le Magnifique, on constate que la situation a profondément changé. C'est le temps de la première mondialisation des échanges entre tous les espaces ou presque du globe, l'Europe, mais aussi l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Des marchandises, des hommes, des capitaux, des idées circulent sur tous les océans pour la première fois. Et autre très très grande surprise, c'est l'Europe qui est au centre de ces échanges. Elle est passée de dernier de la classe à moteur mondial. Alors, comment réussir à expliquer ce changement de situation énorme dans un temps aussi court à l'échelle de l'histoire de l'homme? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce chapitre. On va chercher les causes de ce retournement de la situation, pourquoi les Européens sont sortis de chez eux et sont allés voir ce qui se passait ailleurs. On va décrire le déroulement de ces découvertes, de ces premiers voyages très aventureux quand même pour l'époque, et on va expliquer les nombreuses conséquences de cette première mondialisation.